Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'écoute d'RFI, Radio France Internationale. En direct de Paris, il est 17h. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Mardi 7 janvier, au sommaire de cette édition, 10 ans après les attentats terroristes contre le journal Charlie Hebdo, cérémonie d'hommage et recueillement ce matin à Paris. Reportage à suivre. La terre a tremblé au Tibet. Un puissant séisme a tué au moins 126 personnes. Dans l'actualité aussi, c'était une figure de l'extrême droite française. Jean-Marie Le Pen est mort aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Au Canada, c'est une période d'incertitude qui s'ouvre au lendemain de la démission du Premier ministre Justin Trudeau, nous explique dans un instant Anne Verdaguet. Et puis enfin, il fait la fierté de son pays, le Liban. Il s'appelle Hadi Habib, c'est un joueur de tennis. Il se fait remarquer en ce moment au tournoi de Melbourne. Nous serons en Australie. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Charlie Hebdo, increvable. Voilà les 3 mots qui s'affichent en une du numéro spécial de ce journal satirique français qui s'appelle Charlie Hebdo. 10 ans tout juste après l'attentat qui a visé sa rédaction en plein cœur de Paris. C'était le 7 janvier 2015. 2 terroristes se réclamant d'Al-Qaïda pénétrer, entrer dans les locaux de l'hebdomadaire et abattre, tuer plusieurs dessinateurs et journalistes membres de la rédaction. Le bilan total est de 12 morts. 10 ans après, la France se souvient. Plusieurs commémorations ont eu lieu ce matin à Paris. Reportage Baptiste Coulon. Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Cabu, Elsa Cayat. 12 noms égrenés un par un pour 12 victimes du terrorisme, presque les seules paroles prononcées lors de cette matinée d'hommage sobre et silencieuse. Dépôt de gerbes devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, minute de silence et marseillaise. Puis c'est à pied et en silence encore que les familles, les rescapés, les officiels vêtus de noir parcourent les 200 mètres qui les séparent du second lieu de recueillement. À la mémoire du lieutenant de police Ahmed Merabé, victime du terrorisme dans l'accomplissement de son devoir. Ahmed Merabé, le policier qui avait tenté de s'interposer face aux 2 terroristes dans leur fuite. Des journalistes de Charlie Hebdo, des officiels, des confrères du commissariat où il exerçait assurent les dépôts de gerbes. Un ultime moment de recueillement a lieu devant le magasin Hypercacher où 4 personnes ont été tuées il y a 10 ans par un autre terroriste, Amédi Koulibaly, 3e et dernier attentat de ce janvier noir en France. Baptiste Coulon à Paris pour RFI. L'actualité française aussi marquée par l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 96 ans. Le fondateur, à l'époque du Front National, était affaibli depuis plusieurs semaines. Son décès a suscité de multiples réactions. Un visionnaire, un patriote pour l'extrême droite, mais aussi un être abject, raciste et antisémite pour la gauche. Écoutez Arthur Delaporte, député du Parti socialiste. Le décès de Jean-Marie Le Pen ne doit pas nous faire oublier ce qu'il était et sa responsabilité sur l'apparition d'un parti d'extrême droite raciste, xénophobe et antisémite en France. Jean-Marie Le Pen a été condamné pour cela. Et aujourd'hui, il ne faudrait pas que son décès exonère ou exempte le Rassemblement national du poids de son héritage. Cette stratégie de communication du Rassemblement national depuis que Jean-Marie Le Pen a passé les mains est aujourd'hui une supercherie parce que aujourd'hui encore au Rassemblement national, il reste des élus qui ont tenu des propos racistes, qui ont été condamnés pour cela. Une autre réaction, celle d'Emmanuel Macron. Le président de la République exprime ses condoléances à la famille et aux proches de Jean-Marie Le Pen. Il dit aussi que la mort de Jean-Marie Le Pen relève désormais du jugement de l'histoire. Le journal en français facile. Il est 17h05 à Paris. L'actualité nous emmène à présent au Canada. Après des semaines de crise politique, le Premier ministre Justin Trudeau a fini par annoncer hier sa démission.
Un contexte politique aggravé récemment par les menaces économiques de Donald Trump, son voisin, qui a dit vouloir imposer des taxes douanières de 25% au Canada dès son retour au pouvoir. Le départ de Justin Trudeau, qui est resté près de 10 ans à son poste, Anne Verdaguet, bonjour. Bonjour. Ouvre une période d'incertitude dans le pays. Et oui, Justin Trudeau, vous l'avez dit, était en grande difficulté politique. Depuis plusieurs mois, sa ministre des Finances avait démissionné le mois dernier, ce qui a précipité son départ. Il a estimé ne pas être en mesure de pouvoir mener son parti, le Parti libéral, aux élections législatives. Il a donc appelé les membres de son parti à se choisir un nouveau chef qui deviendra de facto là où le prochain Premier ministre canadien. Alors, Justin Trudeau annonce son départ. Anne Verdaguet, combien de temps prendra la nomination de son successeur? Cela pourrait prendre plusieurs semaines et ce processus devra en tout cas être terminé avant le 24 mars, car Justin Trudeau a suspendu les travaux du Parlement canadien jusqu'à cette date. Pourquoi ? Eh bien, pour éviter que son gouvernement soit renversé à la Chambre des communes par les partis d'opposition. Cela laisse le temps à son parti d'organiser sa succession. Les prochaines étapes, une fois sa ou son successeur nommé, eh bien, cela sera sûrement un vote de défiance au Parlement qui pourrait intervenir dès le printemps prochain et selon le résultat de ce vote, ouvrir la voie à de nouvelles élections législatives avant l'été. Anne Verdaguet, dans votre journal En français facile, notons que le Premier ministre canadien restera en poste jusqu'à fin mars. Il devra d'ailleurs à ce titre assurer ce qu'on appelle la transition du pouvoir avec le nouveau président américain qui sera lui investi maintenant dans 13 jours. Réaction d'ailleurs de Donald Trump suite à cette démission. Le futur locataire de la Maison-Blanche a répété sa proposition d'annexer le Canada pour en faire le 51e État des États-Unis. Je vous le disais dans les titres, la terre a tremblé au Tibet, au moins 126 morts. C'est un puissant séisme qui est survenu dans la région himalayenne du Tibet, au sud-ouest de la Chine. On voit sur les images l'effondrement de nombreux bâtiments, des murs éventrés et des toits effondrés. Le Tchad et le Sénégal dénoncent les propos méprisants d'Emmanuel Macron. N'Djamena et Dakar ont vivement réagi aux propos du président de la République française qui a estimé que les dirigeants africains avaient oublié de dire merci à la France dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, évoquant donc une attitude méprisante du président Emmanuel Macron. Refermons ce journal avec cette histoire venue d'Australie. En ce moment se déroule l'Open d'Australie. C'est un très grand tournoi de tennis, l'un des 4 tournois du Grand Chelem. Et l'une des attractions de ce tournoi se nomme Adi Habib. Il est joueur de tennis et il vient de remporter un match lors des qualifications. Le numéro 1 libanais espère désormais se hisser dans le tableau de la semaine prochaine. Arthur Franc nous dresse son portrait à Melbourne. Briser les barrières et écrire l'histoire de son pays. En décembre, Adi Habib est devenu le premier joueur libanais à remporter un tournoi Challenger. Un exploit qui lui a ouvert les portes de l'Open d'Australie. Lundi, le droitier de 26 ans, 219e joueur mondial, a dominé l'Américain Gibson au premier tour des qualifications. Une performance qu'il savoure. C'est dans mon esprit depuis 1 an environ d'être capable de jouer un tournoi du Grand Chelem. Que cela arrive, c'est incroyable. Je peux visualiser tout ce que j'accomplis, voir ce que tu espères se produire. C'est comme dans un rêve. Sur le court, Adi Habib joue pour lui, mais aussi pour ses compatriotes. Né aux États-Unis, d'un père iranien et d'une mère libanaise, il vit très mal le conflit entre Israël et le Hezbollah. En tournoi, son téléphone n'est jamais loin pour s'assurer de la santé des siens. Évidemment, personne n'aime voir ce qui se passe. C'est très dur pour tout le monde, pour les Libanais sur place, mais aussi pour ceux qui vivent à l'extérieur. Beyrouth a été détruite tellement de fois, mais a toujours réussi à se reconstruire. C'est une source de motivation pour moi. Adi Habib veut voir plus loin. Cette année, il a fait 2 vœux, la fin de la guerre et le top 100. Arthur Franc, Melbourne, RFI. Ainsi se referme ce